aujourd'hui. Oui, les 30 ans, ça va être le cœur, comme mentionné, autant dans les TI en général, au Québec, au CRIB, évidemment avec des choix, normalement 15 minutes, mais je vais vous faire toffer pour un petit peu plus peut-être. Mais je veux faire juste deux petites parenthèses. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Et, comme je mentionne, étant donné à la retraite, j'ai du temps pour penser et m'amuser. Donc, un peu ma vision des 30 prochaines années de ce côté-là. Donc, si on commence par ce qui a précédé, je ne passerai pas à travers chacun d'ici. Donc, on parle de Leonardo da Vinci qui avait déjà fait une conception d'un calculateur assez brillant qui a été repris par Pascal, tout ça. Mais je vais prendre juste quelques faits à l'intérieur de tout ça. Je pense une influence majeure, c'est George Boole qui a introduit ce qu'on appelle l'algèbre booléenne, qui était une influence majeure, autant au niveau de l'informatique que des ordinateurs. Donc, qui a transformé la logique en des aspects mathématiques de logique. Je pense que c'était une grande influence. On voit dans les années 45 à 50, c'est là qu'est apparu vraiment ce qu'on appelle l'ordinateur moderne. Bon, des chicanes de clocher. On parle souvent de l'ENIAC. Quelques petites restrictions en 45, l'ENIAC. Il fallait encore tourner une coupe de manivelle et faire des branchements. Le véritable ordinateur avec le programme complètement en mémoire, c'est l'EDVAC. L'EDVAC était binaire, l'ENIAC décimal. Ce qui est intéressant, c'est M. John von Neumann qui a, lui, donné l'architecture. Il a travaillé sur les différents projets. L'architecture qui sert encore aujourd'hui pour les ordinateurs, très simple, une unité de contrôle, une unité de calcul, une mémoire qui partage autant les données que les programmes, qui étaient une nouveauté, des entrées-sorties. Et c'est encore valide aujourd'hui dans la majorité des ordinateurs. Et intéressant, introduction de la première machine, introduction du premier bug. Puis effectivement, on a la documentation ici, premier bug documenté. C'était effectivement une mythe qui s'était logée dans je crois, le relais 70, porte 7 ici, une mythe qui a fait un bug dont le nom est venu de là. Donc, ça a commencé avec l'informatique. Les bugs étaient déjà présents. Si on suit, bien évidemment, Internet aujourd'hui, ça a commencé avec ARPANET. Je ne citerai pas tous les gens qui ont influencé. C'est intéressant, la première expérimentation en septembre 69, 2 mois après que l'homme ait marché sur la Lune pour la première fois, c'est fait sur la côte ouest, entre l'Université de Californie à Los Angeles et le Software Research Institute, mais à peu près tout le travail s'est fait par des gens de l'Est, des gens de la région de Boston, du MIT, BBN, tout ça. ARPANET, bon, on a vu l'évolution après, ça a été complètement arrêté en 90, et à partir des années 83, c'est là que l'Internet a pris vraiment la relève. Je pense que c'est un fait d'armes important, on le voit aujourd'hui. Puis ça, c'est les premiers équipements qui servaient à faire les calculs. Pour moi, ça, c'était un impact important, l'introduction de langage C et unique. Je les ai mis ensemble parce que c'était 2 chums des labs de Bell, autant du côté de Thompson. Vous voyez, peut-être pas, c'est au lieu d'un exit, c'est Unix qui est là. Les influences, pour le langage C, ça a commencé avec BCPL, B. J'ai, pour mon âge, j'ai travaillé en B. J'ai travaillé même en B+, qui a été introduit par l'Université de Waterloo. L'influence d'Unix, c'est Multics, qui est un système pour les militaires, la version d'un ordinateur de GE de l'époque qui a été fait pour les militaires. C'est intéressant. Je me rappelle, parce que malheureusement, j'étais là. J'étais le petit kid dans vingtaine, mais qui écoutait ces gars-là dans nos soupers le soir ou à l'entour d'une bière où on discutait. Puis effectivement, Multics qui se vendait des millions de plus que la machine de GE coûtait 17 $ à faire de plus. Donc on voit que l'économie n'a pas changé. On vend de l'espoir. Dernier petit point, un premier ordinateur portable, là, Osborne, qui pesait 11 kilos.
Et j'ai gardé, pour s'amuser, une publicité Digital Equipment en 1965 où c'était un ordinateur, le PDP-8 était transportable. Donc, dans leur publicité, ils le mettaient à l'arrière d'une auto pour montrer que ça transportait beaucoup mieux qu'un système 360 d'IBM. Donc, on voit un petit peu, c'était des petits flashs en arrière qui n'ont plus, mais tout le reste, il y a plein de choses. Maintenant, je vous amène sur une comparaison 85-2015, juste quelques chiffres pour voir comment notre domaine a évolué. Si on prend au tout départ, c'est la puissance des ordinateurs. L'ordinateur le plus puissant en 2015, c'est un Cray 2 qui faisait, bon, je m'excuse pour le jargon, 2 gigaflops, c'est 2 milliards d'opérations de points flottants par seconde. Aujourd'hui, un iPhone 4 fait la même chose. On regarde l'ordinateur le plus puissant en 2015, c'est un ordinateur chinois, Tianhe 2, qui fait 33,26 pétaflops. Pétaflops, c'est 1 million de milliards d'instructions. Donc, on est rendu dans un univers différent. Au niveau de l'ordinateur personnel, le plus répandu, c'était genre un compact 386. Bon, on parle de mix, je ne rentrerai pas dans le détail de tout ça. Aujourd'hui, par exemple, on prend une PlayStation, c'est 1,84 teraflops. Donc, on voit, par exemple, le superordinateur 17 millions de fois plus rapide. Si on faisait la même chose dans l'auto, elle nous coûterait quelques sous et ferait, avec quelques millilitres, son 100 km. Connexion Internet 85, il y avait à peu près 2000 appareils. J'utilise le mot appareil parce que rendu aujourd'hui, on parle de 5 milliards parce qu'on a beaucoup d'objets connectés de plus en plus, mais il y a à peu près 3 milliards de personnes quand même connectées. Du côté du web, ben, en 85, ça n'existait pas. Le premier site, c'était en 91, mais j'ai pris 93 où on a eu l'occasion avec Mosaic de faire le tour à peu près de tous les sites qui existaient à l'époque. Aujourd'hui, il y a même un compteur en temps réel qui dit combien de sites. On est à peu près à l'entour de 1 milliard. Pour le logiciel, j'ai pris une phrase de Nick Lezivitz, le créateur de Pascal, entre autres choses, puis qui était mi-blague, mais mi-réalité, qui disait que le logiciel ralentit plus vite que le matériel accélère. C'est malheureusement une constatation qu'on voit des fois. Les grands changements pour moi, c'est l'aspect de démocratisation de l'informatique. Tout le monde maintenant en fait, c'est quasiment comme la prose, tout le monde en fait puis ils ne le savent même pas. Et la complexité croissante des applications. Je prends juste l'exemple au crime dans le domaine de la reconnaissance de parole. Dans les années 80, ce qu'on reconnaissait, puis on avait les meilleurs résultats au monde déjà, mais c'était dans la reconnaissance des chiffres connectés, donc 0 à 9. Aujourd'hui, on traite des très grands vocabulaires, des reconnaissances de paroles spontanées, tout ça. Donc, on voit l'évolution, c'est aussi beaucoup dans la complexité. Donc, je vais prendre maintenant les 30 ans par 3 tranches de 10 ans. Donc, les premiers, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Évidemment, le Mac venait d'arriver, c'était déjà ça. En 89, je pense à la publication de Berners-Lee du web, ça a été, vous le vivez à tous les jours, ça a été majeur. Le fait que la NSF aux États-Unis a levé la permission de commercialiser en 92, en 91, j'ai relevé aussi un échec. 92, c'est peut-être, il y en a moins dans la salle qui connaissent, mais le projet, les Japonais avaient un projet majeur d'ordinateur de 5e génération qui était basé sur l'inférence logique. Pour ceux qui sont plus informatiques, c'était basé beaucoup sur le langage Prolog. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'ils étaient un peu en avant de leur temps, puis ils ont eu des contraintes, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce que l'expérience qu'on a appris là, bon, il y a eu aussi des enflures, même les gens, il y avait Ed Fagenbaum de la côte ouest qui encensait même, il y a eu le titre plus à cette époque-là
parce qu'il poussait l'intelligence artificielle, mais il l'appelait Artificial Intelligentsia, c'est-à-dire que c'était plus sa promotion. D'ailleurs, c'est lui, il a fait beaucoup de promotion. C'était une autre personne que j'ai eu le privilège de rencontrer parce qu'on avait un petit groupe de travail à l'époque organisé par le MIT, où il y avait les grandes corporations, Kodak, la CIA, tout ça. Puis, à l'époque, j'étais chez DMR, puis on avait le privilège d'être invité, donc j'étais le seul Canadien là. Et c'était amusant parce qu'on faisait venir les sommités, mais la côte ouest, c'est deux religions. Hein. Les chicanes entre le MIT et Stanford, c'était sublime à voir. Il y avait John C. Brown de Xerox PARC qui était un peu plus modéré, mais les autres, c'était juste à propos des langages. MIT, c'était Lisp, l'autre, c'était Prolog. Ça m'est resté dans la tête, mais j'ai appris beaucoup là-dedans. Au Québec, ben, en 85, la majorité de l'informatique se faisait dans les organisations. C'était des informaticiens à l'interne. On avait les trois grandes firmes à l'époque, CGI, DMR, LGS. Quelques vedettes, je dirais, Bell Norton Research, Matrox, Softimage qui avait fait un succès international. Bon, à cause d'une chicane, on a eu Discrete Logic par après, qui était bien d'un autre côté, parce que ça a été un grand succès aussi. Puis c'est incroyable comment ça peut nous aider au Québec quand ces succès internationaux. J'ai eu à le vivre avec une PME que j'essayais de financer. Je parlais à un VP en Californie de Warner Brothers, puis il disait, bon, oui, il y en a d'autres. Puis quand j'ai dit, ben oui, mais la personne qui a fait pour le prototype, c'est un architecte de Flame, de Discrete Logic, qui a gagné des Oscars. Et là, je venais de monter de 10 étages. Donc, il faut penser que les références, les bons résultats comme ça, on peut s'en servir pour avancer et se positionner au niveau international. Aussi, une petite chose, c'est le capital de risque qui est arrivé à peu près au milieu des années 90. On oublie juste un petit peu avant les chercheurs sur le web, c'était plus des sites FTP et tout ça. Et à l'Université McGill, ça a été pendant une période l'outil de recherche Archie qui avait été fait par le professeur Peter Deutsch et un de ses étudiants, et qui a été une grande vedette, mais qui fait partie maintenant de l'histoire. Et au niveau du gouvernement, il y a eu le lancement des projets mobilisateurs. C'était un choc pour les entreprises et les universités à l'époque, parce que c'était pour beaucoup la première fois qu'il y avait une collaboration. Est-ce que tous les projets ont été des succès? J'en ai dans celles qui ont travaillé. Je pense pour moi, le succès, c'était ce déclic que de dire, oui, on peut collaborer. C'était difficile, puis ça l'est 30 ans après encore. Mais il y a eu quand même des progrès, et je trouve que ça a été bien. Au niveau du crime, d'ailleurs, ce que j'ai pris pour le sommaire et les éléments, je pense que j'ai été agréablement surpris du travail qui a été fait dernièrement sur le site du crime, où on a un beau résumé de l'histoire des éléments, donc paresseux comme, je dirais presque comme un chercheur. J'ai été prendre beaucoup des éléments là, juste en citer quelques-uns. Le crime, donc, sa fondation, effectivement, en 85, il y avait eu un sondage parmi les membres qui étaient là. Les domaines qui intéressaient les gens, c'était les systèmes experts, parce que c'était la mode de l'époque, mais c'est encore valide, mais sous d'autres formes. Les interfaces utilisateurs, les outils de productivité, je pense que c'est encore aujourd'hui de mise, et la télématique qui regroupe, en gros, ce qu'on trouve dans les communications. Le premier projet en 86, encore là pour mon âge, j'y ai participé, mais je n'étais pas encore au crime. J'étais chez DMR à l'époque. Avec la Banque nationale, le crime, l'UQAM, c'était de développer un système pour l'estimation des efforts de projet, parce que les projets informatiques, ça ne dépasse jamais ses coûts. Vous connaissez ça. Donc, c'était un système expert qui se servait de plein de paramètres pour aider à mieux circonscrire. On pourra en reparler longuement de ce qui est arrivé avec ça. Et là, les premiers projets qui ont eu une visibilité, toujours dans ce modèle de collaboration, Stratus pour la prévision des nuages bas, Pitch Expert qui était avec Paprika, qui était un problème complexe qui appelle la poids, là,
et qui a été nommé par l'Association américaine en intelligence artificielle comme une des 16 meilleures applications en intelligence artificielle au monde. Et c'était le premier prix remporté par le CRIM, un octave ce côté-là. Si on va dans la prochaine tranche, au niveau des TI, bon, j'ai gardé quelques éléments. Je pense que Java, ça a été quand même un grand impact au niveau. Un aspect que Deep Blue aux échecs défaisse Garry Kasparov, je pense que ça a été un choc pour beaucoup de monde à l'époque. C'était, oups, la machine peut faire ça. Bien évidemment, le bug de l'an 2000 et la chute. La chute, le bug, ça aussi, c'est quelque chose. Sur chacun des points, on pourrait jaser pendant des heures. Bien, comme on a plusieurs bouteilles, on va pouvoir le faire. Du côté du Québec, ben, il y a le Fonds de l'Autoroute de l'information qui a aidé au risque vraiment de prendre son envol, devenir une entité à part, parce que ça avait été créé au crime, parce que le crime vraiment était à l'origine. Là, on faisait la gestion au crime, opéré à McGill, mais c'était vraiment, l'Internet a été mis au monde ici avec la collaboration d'un petit groupe, j'en vois dans la salle, qui était là à l'époque. Je mentionne Ubisoft qui est arrivé parce qu'on le voit, ça a donné un grand élan aux jeux au Québec. Il ne faut pas oublier que précédent ça, il y a eu entre autres le Sésame, puis je vois Christian ici qui en faisait partie à l'époque. Le Sésame qui était vraiment le premier embryon d'entreprises qui se mettaient ensemble pour réfléchir à comment utiliser le multimédia à l'époque. Mais c'était à l'origine d'un peu tout l'aspect du jeu, de l'imagerie, de tout ce domaine-là. Ça démarrait de cette façon-là. Et j'ai gardé aussi le brevet de l'Université Sherbrooke à Sèvres, où on le retrouve dans à peu près chacun de vos téléphones. C'était merveilleux, c'est le brevet qui rapporte le plus au Canada des universités. Il y a eu l'effet pervers qu'à cause de lui, chaque chercheur universitaire se voit millionnaire à chaque petite invention. Moi, je trouve que c'est peut-être le petit côté pervers de ça. Excusez, c'est de l'éditorial personnel, mais je suis en retraite, je peux me le permettre. Et la dernière partie, du côté du crime, organisation d'événements, de l'INET, conférence internationale, création vraiment d'un premier spin-off, Locus Dialogue en reconnaissance de parole. Le programme, j'ai mentionné le programme Alliance Precon Crime parce que c'est un programme fédéral que je trouve qui était intelligent, qui en donnait autant à l'entreprise qu'au centre de recherche ou à l'université. Pour les PME, au Québec, on en a fait plus que tout le reste du Canada. Ça a donné des beaux résultats. On le voit d'ailleurs dans les prix qui ont été remportés. C'est beaucoup des résultats de ça ont été là. C'est pour le crime, c'était un moment aussi important un peu après, 2002, conception du système de sous-titrage en collaboration avec Groupe TVA et le lancement Boule de cristal, où on a eu des invités fort intéressants. Je pense à Ray Kurzweil, qui est rendu maintenant avec la branche flyée de Google, Alphabet. Il y a Steve Wozniak, un des fondateurs d'Apple, Alan Kay, Michael Dell. On a eu des bons conférenciers, des foules importantes. Je pense que ça a été fort intéressant pour le Québec. Et pour le crime, c'était entre autres un des projets qui a été la source d'un spin-off aussi pour la formation. À l'époque, juste des travailleurs forestiers. Donc, au lieu d'aller scraper un équipement de quelques centaines de mille dollars dans le bois, ils pouvaient aller sur un simulateur et apprendre à le contrôler. La dernière portion, en allant rapidement, donc 2005-2015, j'ai pris quelques points. Facebook, je pense que dans la vie de tous les jours, quand je disais le changement vers la vie personnelle,
c'est un point important. Pour le donner, parce que là, on rentre dans les données massives, l'aspect de la disponibilité de la suite Hadoop, pour moi, c'est un élément clé qui va continuer à nous servir beaucoup. Le iPhone, c'est encore le génie, c'est-à-dire ce n'était pas le premier téléphone, mais la démocratisation, bon, pour tous ceux qui ont lu la biographie de Jobs, vous avez vu un peu d'où ça vient, cette manie, mais d'un autre côté, ça a donné les résultats qu'on voit aujourd'hui. Toujours là, dans l'aspect intelligence artificielle, où Watson vient battre au jeu de Jeopardy, je pense que c'est un autre signal important du côté intelligence artificielle. Et j'ai la citation de Stephen Hawking qui se préoccupe beaucoup du développement de l'intelligence artificielle complète, pas pour demain, là, mais qui pourrait mettre en danger la race humaine. Son prémisse, c'est de dire on évolue tellement lentement qu'à un moment donné, on va être inutile. C'est un peu sa réflexion. Il y a des gens comme Bill Gates qui se joignent à lui. J'ai des visions différentes. Encore là, au cocktail, on pourra en parler. Au Québec, j'ai juste gardé une couple de petits points. Encore là, le jeu d'ascenseur, Moment Factory, je pense que leur gros punch, c'était le concert ici. Mais encore là, ça nous donne une vision sur la planète incroyable et une crédibilité. Et la Presse Plus, qui était un projet bien fait. Et l'impact qu'on le voit dans les médias, puis quand Toronto adopte les choses de Montréal, c'est un grand signe. Et au crime, c'était la panoplie de projets. Je n'ai pas le temps. D'ailleurs, ils sont expliqués un petit peu sur le site. Réseau Inclusion, c'était... Oups, là, je suis dans l'univers des TI. Bon, OK, excuse-moi. Tu vois, la technologie, c'est trop pour moi maintenant. Oui, avec l'agence spatiale, ça, c'était pas un gros projet, mais c'est la difficulté de travailler. C'est des spécialistes à l'agence spatiale, mais ce n'est pas des spécialistes d'informatique. Puis de leur faire accepter que ce qu'ils avaient développé comme interface au simulateur, ça pouvait s'améliorer. C'était le plus grand défi, c'était pas de faire le travail. Puis ça, c'est le défi qu'on a. Tu sais, vous parliez de silos tantôt. Des fois, ça vient beaucoup de ces éléments-là. Au crime, le réseau Inclusion, qui a donné naissance justement à tous les aspects de sous-titrage. Vous avez mentionné aussi l'aspect de vidéo description, tout ça. Il en est sorti 6 brevets, mais surtout beaucoup d'applications et beaucoup de connaissances acquises. Solutionneur, oui, mentionné, ça, je pense que c'était un beau succès. La création, je vois des gens de Sauveau qui sont là, des anciens du crime qui ont un SMH, ça roule super bien, le sous-titrage, plusieurs employés. Je ne sais plus le décompte maintenant aujourd'hui. Tu as une idée, Julie? Une centaine d'employés. C'est quand même un bon succès dans le sous-titrage. Vous ne le voyez pas, mais tout le sous-titrage à l'atelier, à part de Radio-Canada qui se fait tirer la patte pour encore l'utiliser, mais une autre chose à discuter. Je ne sortirai pas de ça. L'aspect aussi de la biométrie vocale, où nos chercheurs, je pense, j'avais vu Patrick ici, les meilleurs résultats au monde. On a fini par le commercialiser à travers une entreprise qui était, au départ, bon, ça a commencé avec Voice Trust, BioTrust. Je pense que François me disait qu'il y avait des discussions en cours pour... Donc, c'est l'aspect vraiment de biométrie vocale, de reconnaître les individus de ce côté-là. Bon, j'ai mis Vesta, j'en parlerai pas plus, mais pour moi, Vesta, c'est une pointe dans l'univers de ce que je vois, justement, les données massives. Autant l'aspect collaboration entre les équipes, parce qu'on attaque des problèmes de plus en plus complexes, puis on ne peut plus les faire en vase clos, mais c'est aussi une plateforme de visibilité. Donc, c'est là-dedans... Puis là, je pense que vous allez changer le nom du labo que j'avais imaginé. Je l'avais appelé Sherlock pour dire pourquoi se contenter de Watson quand tu vas avoir Sherlock au crime. Mais les gens m'ont dit que c'était trop, fait que je pense pas qu'il soit retenu, mais c'est pas grave.
OK, les prix de distinction, ben encore là, je ne passerai pas. Le projet de sous-titrage en direct en a rapporté plusieurs, donc d'autres acteurs. Vous voyez toujours, c'est en collaboration avec des entreprises. Ce n'est pas des prix pour le crime en isolement, c'est en collaboration. Et le dernier de 2015, justement là, en partenariat avec CGI, pour un modèle de planification pour la restauration des réseaux électriques en cas de panne majeure. Et maintenant, bon, je me fais un petit plaisir, donc je dis, pour finir, quelles pourraient être les 30 prochaines années? Bon, je commence avec une petite citation qui est toujours difficile de faire des prévisions, surtout à propos du futur. Puis là, ben, j'ai fait de la recherche pour trouver, parce qu'on le donnait à toutes sortes de personnes, puis la source première, il semble que ce soit Carl Christian Steinke, qui est un Danois, dans un livre qui s'appelle Farvel au Tak, ça veut dire au revoir et merci à peu près, qui étaient des citations, des extraits de citations au Parlement danois, toutes les bizarreries qui ont pu se dire, mais ça vient de là initialement. Donc, j'ai divisé un petit peu ma vision sur les grands axes du crime, parce que je pense qu'ils sont toujours pertinents, puis dans 30 ans, on va tourner alentour de ces éléments-là. Interface, interaction, où on est présentement en parole-vision, je pense que ça va progresser vers une compréhension d'événements de plus en plus complexes et avec un apprentissage automatique. On n'aura plus le temps d'entraîner les systèmes. Donc, il va falloir qu'automatiquement, ils s'entraînent. Le traitement haptique est déjà là, donc la saisie, tout ça, et de plus en plus l'odorat aussi. Je pense qu'on va le voir apparaître dans les jeux premièrement, mais ça devrait être une progression. Et au niveau visualisation, 3D sans lunettes, il y a déjà des brevets là-dessus, mais la puissance des ordinateurs n'arrivait pas à le faire. Et je pense l'holographie grand public. Je pense bien dans notre salon, on devrait avoir des hologrammes assez intéressants. Votre imagination, pas en imaginer toutes sortes. Communication par les ondes cérébrales. Il y a beaucoup de travail qui se fait. Où est-ce qu'on va être dans 30 ans? Aujourd'hui, bon, c'est soit des casques ou de la résonance magnétique. D'après moi, on devrait pouvoir... C'est un des domaines, moi, que je sens qu'on devrait voir poindre. Là, il va y avoir une percée de ce côté-là. Puis dans 30 ans, ben, on va se retrouver avec le même problème. Ça va être comment on peut empêcher de venir interférer dans les lectures. Au niveau des sciences, technologies, de logiciels, je pense que c'est un souhait, mais c'est inévitable, il faut arriver à ça. Je mets la barre, puis tu te rappelles, Daniel, je l'avais mis il y a quelques années, bon, il n'est toujours pas arrivé, là, mais d'arriver à faire 500 fois plus rapidement ce qu'on fait aujourd'hui en informatique. On n'a pas le choix. La vitesse que les défis arrivent, il faut arriver à ça. Et, bon, ce qu'on connaît comme virus aujourd'hui, moi, j'entrevois des mécanismes pour se protéger des virus et des mauvais fonctionnements des systèmes, donc probablement des multicouches de protection alentour qui comme des fois au gouvernement, c'est un qui surveille, l'autre qui surveille. C'est un beau modèle pour mais efficacement. Du côté analyse, bon, tout ce qui est visualisation de données, donc plus immersive, outils, j'ai parlé d'outils d'interface, je pense que ça devrait contribuer. L'autre, au-delà des données, aujourd'hui, puis on en a pour plusieurs années de travailler au niveau des données, mais moi, ce que je vois, c'est vraiment une étape plus loin. C'est la structuration des connaissances, des façons de faire, des méthodes qui proviennent de multi-domaines. Vous avez mentionné les silos. Bien, il faut les abattre un peu partout. Au-delà qu'on reconnaît souvent, nano, bio, info, cogno, mais c'est aussi histoire, philosophie, musique, qui ont des façons de faire. Puis on a oublié, les chercheurs en se spécialisant sont devenus myopes dans certains cas. Puis il faut les aider à ouvrir ces éléments. On parlait d'Edvado, je pense que le crime, c'est un peu des rôles, d'amener les gens de différentes disciplines à travailler ensemble, ceux de l'interne, mais ceux de l'externe.
et probablement l'utilisation d'ordinateurs spécialisés quantiques, peut-être une nouvelle version de ce qui était la cinquième génération, des ordinateurs neuromorphiques peut-être aussi. Au Québec, je pense qu'il est important, on l'a mentionné tantôt avec Vado, on a les éléments. Moi, je vois création importante de richesse par les TI, dans des créneaux ciblés. Tu en as parlé un peu, François, aussi. Au-delà de l'informatique pour l'informatique, mais c'est dans les secteurs, santé, transport. Santé, on pense évidemment à tout ce qui est la médecine personnalisée, mais on peut penser que lesquels vont émerger, mais je pense que c'est là qui va nous donner notre essor et nos impacts économiques. Et j'essaie de l'imaginer, mais cette synergie de collaboration en justement se servant des percées d'analytique, mais un modèle pour le Québec, puis j'essayais de voir c'est quoi au Québec, puis c'est pour ça que j'ai utilisé un modèle peut-être coopératif de pays. On est quelque part entre les deux, puis c'est la réalité du Québec, puis que oui, on peut le partager avec les gens du Québec. On va attirer des compagnies de l'extérieur. On les attire avec des subventions. Je pense qu'on n'a pas le choix dans certains cas. Mais si on peut les attirer avec des contenus, puis dire, si vous êtes établi ici, vous allez pouvoir avoir accès plus facilement à certains éléments si vous faites des vraies choses et non pas juste un bureau de vente. Fait que ça, pour moi, dans 30 ans, si on est rendu là, je serais très heureux. Puis, c'est évidemment parce que la nature aussi des problèmes qu'on a, ça peut plus se faire en isolation. C'est trop complexe. Au crime, je vois le crime comme un contributeur majeur à cette synergie. Puis, j'essayais d'imaginer le crime idéal pour moi. C'était une combinaison du SRI, de Xerox PARC, puis un peu des instituts Fraunhofer qui accueillent des étudiants pour mieux les faire progresser. Donc, c'est ce que j'ai pu faire dans mes temps libres à penser. Je vous remercie tous.